L'Europe après la globalisation, l'effet boomerang, c'est une question plus qu'un constat, et c'est une question dont je pense qu'elle s'impose à la réflexion de tous les dirigeants, des chefs de gouvernement, des dirigeants politiques, des élus, des hauts fonctionnaires, et naturellement des dirigeants d'entreprise, de ceux qui ont à prendre des décisions qui engagent l'avenir. Parce que l'effet boomerang d'après la globalisation, c'est ce que j'ai appelé le renversement du monde. Nous nous trouvons devant un immense bousculement, basculement de toutes nos certitudes. Ce qui nous a bercés et aussi comblés depuis plus d'une génération et mis à mal. La crise en est le révélateur, elle n'en est pas la cause. Il vaut la peine de s'interroger sur ce qui se passe, de regarder le renversement du monde en cours, pour essayer ensuite de distinguer quelles sont les forces qui vont faire la différence et pour essayer de nous projeter sur le monde d'après la globalisation étant l'état d'où nous partons. Le renversement du monde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, je crois, se caractérise en un point simple, mais tout à fait essentiel. Nous nous sommes bercés depuis un demi-siècle, plus particulièrement depuis 20 à 30 ans, de quelques vérités qui nous semblaient d'évidence et qui sont mises à mal. Le marché a toujours raison et le prix de marché est toujours le bon et le juste prix. La liberté totale des échanges et de la circulation des capitaux, des biens, des services et des hommes conduit le monde à l'unité planétaire, à la démocratie universelle, à la paix et à la satisfaction de tous. La technique nous offre le monde, l'outil conduit la main qui le tient, le média et le message, comme nous a appris McLuhan, et il ne tient qu'à la diffusion planétaire des techniques que tous les hommes, toutes les femmes trouvent la satisfaction de leurs besoins matériels et donc puissent faire l'économie du politique, puissent faire l'économie d'intérêts divergents, puissent faire l'économie de la frontière, l'économie de l'origine et l'économie de l'identité. Et puis dernier point tout aussi marquant de ce système du beau, du vrai et du bien, la croissance est juge de toutes les élégances, ce qui revient à dire que l'on peut prononcer des jugements, c'est le cas dans nombre de pays du monde, pour lesquels la référence finale n'est pas la loi, les mœurs, les règles, mais tout simplement cette question, qu'est-ce qui concourt ou qu'est-ce qui entrave la croissance économique? Eh bien, nous sommes sortis avec une extraordinaire brutalité de ce processus. Nous sommes sortis avec une extraordinaire brutalité de ce processus et c'est probablement là que réside le vrai renversement du monde, beaucoup plus que dans un basculement ouest-est ou nord-sud qui reste à confirmer et qui est infiniment plus complexe et plus partagé. Je pense en effet que les lignes de fracture dorénavant ne sont plus est-ouest ou nord-sud, elles sont en train de s'organiser d'une manière bien différente. C'est au sein de chacun de nos territoires, au sein de chacun de nos nations et de chacun de nos pays que ces fractures sont en train de s'instituer. Le véritable renversement du monde, il n'est pas géographique. Le véritable renversement du monde, ça n'est pas que ceux qui étaient naguère pauvres, misérables, colonisés et endettés sont devenus nos financiers. Le véritable renversement du monde, ça n'est pas simplement que les pays hors OCDE vont représenter plus de la moitié du commerce mondial et que la richesse, l'épargne, la croissance se déroulent hors des rivages où nous étions accoutumés à les voir. Le vrai renversement du monde, c'est que nos certitudes, nos croyances, nos convictions, celles lesquelles les dirigeants font de leur stratégie, font de leurs choix et décident de leurs priorités, sont en train de se renverser. On va en prendre 2 ou 3 exemples au cœur de l'actualité et au cœur de ce qui continue à se jouer. Le système des prix. Le système des prix a été dominé par cette idée simple. Le marché dit toujours le vrai et le juste prix. Le vrai et le juste prix sont toujours ce qu'un acheteur et un vendeur libres produisent lors de leur rencontre. Ceci a donné lieu à une réforme
d'une importance absolument considérable, dites des IFRS. Chaque élément de la valeur d'une entreprise et bientôt d'un État devrait être comptabilisé à leur valeur de marché. Or, on a vu deux choses se dérouler. On a vu pendant une période relativement longue, plusieurs semaines à plusieurs mois, les prix de marché être totalement insignifiants par rapport aux actifs auxquels ils prétendaient donner une valeur. Ça a été le cas pour une partie des actifs immobiliers, ça a été le cas pour nombre d'actifs financiers, notamment des obligations, et c'est aussi dorénavant le cas dans l'ensemble des États touchés par des afflux de liquidités qui visent à refaire partir la machine économique qui tousse, qui est grippée et qui ne fonctionne pas. Parce que faisons bien attention à ce qui est en train de se passer avec les afflux massifs de liquidités par lesquels le Fed notamment cherche à relancer l'immobilier américain et l'activité américaine. Il s'agit ni plus ni moins que d'une suspension temporaire du système de prix. L'afflux de liquidités est en train de saper les fondements par lesquels la juste confrontation de l'offre et de la demande devait établir le prix de chaque chose, de chaque actif, de manière juste et de manière universelle. Premier élément que la crise a mis à mal, le marché ne dit pas toujours le juste prix, et l'on sait d'ailleurs notamment pour évaluer les bilans des sociétés bancaires et des sociétés d'assurance que l'on a suspendu la référence à la valeur de marché pendant un temps plus ou moins long. Deuxième élément qui est très fortement mis en cause par la crise, par son déroulement. Basculement de nos certitudes et basculement de nos cadres de réflexion. Ne nous faisons pas d'illusions. La décision chinoise faisant suite à l'arraisonnement d'un bateau de pêche égaré dans les eaux territoriales japonaises, qui a été de suspendre le commerce de terres rares, de ces métaux dont l'industrie japonaise a besoin pour faire fonctionner ses semi-conducteurs, etc., est extrêmement significative d'actes dont on avait eu maints exemples en Russie, en Amérique latine ou ailleurs. L'idée que le prix de l'énergie, l'idée que le prix d'un certain nombre de métaux rares, l'idée que le prix de l'uranium, etc., c'est le marché qui le fixe, selon des règles purement économiques et non géopolitiques, est une fiction qu'il faut abandonner au plus vite. Nous trouvons, que ce soit sur les terres agricoles, que ce soit sur un certain nombre de matières premières agricoles, nous trouvons sur les prix de l'énergie et nous trouvons sur les prix d'un certain nombre de métaux rares indispensables aux industries de haute technologie, devant des marchés géopolitiques et devant des marchés sur lesquels les prix sont le résultat des alliances, des amitiés ou des intérêts mutuellement négociés. En aucun cas, nous ne sommes devant des prix économiques. L'exemple le plus flagrant est naturellement celui de l'énergie, puisque le prix de la majorité des énergies fossiles est naturellement un prix politique. Le troisième élément qui me semble extrêmement mis en cause par la crise et qui doit être présent à l'esprit de tous les dirigeants, il a été très bien représenté par un livre qui, me semble-t-il, est la source d'erreurs considérables. Le monde serait devenu plat. Le monde est sans doute devenu plat pour ceux qui circulent d'une business class ou d'une first au Hilton et d'une business class ou d'une first au prochain étage. Dès qu'on s'éloigne un peu de ce circuit, le monde non seulement n'est pas plat, mais il n'est absolument pas en train de s'aplatir. Et je crois que c'est la troisième et décisive rencontre que la crise a provoquée entre l'Occident et ses fausses certitudes. Le monde n'aspire pas à devenir les États-Unis, le monde n'aspire pas à devenir une immense banlieue européenne. Qu'avons-nous vu en tout cas au plus fort de la crise? Nous avons d'abord vu que les décisions, les réactions ont été le fait des chefs d'État et de gouvernement dans l'atonie, le silence et l'abstention remarquable de la quasi-totalité des institutions internationales. Au plus fort de la crise, ce sont les États-nations et ce sont les dirigeants des États-nations qui ont repris la main.
Nous avons vu autre chose que le gouverneur de la Banque d'Angleterre résume extrêmement bien. Quand les choses vont bien, les entreprises n'ont plus de patrie. Quand les entreprises sont près de faire faillite, et notamment quand les banques sont proches du dépôt de bilan, elles savent très bien qui est leur banque centrale et elles savent très bien qui est leur prêteur de dernier ressort. Nous n'en avons pas fini avec les collectivités, nous n'en avons pas fini avec les nations et nous n'en avons pas fini avec les systèmes de garantie, de responsabilité et de sûreté des engagements. Et c'est probablement l'un des enseignements essentiels de la crise. C'est que notre certitude sur les privatisations, notre certitude sur le fait que les intérêts individuels des acteurs allaient supprimer les passions politiques et identitaires. Tout cela, il faut l'oublier, c'est derrière nous. Nous avons vu qu'au corps de la crise, on a le mécanisme par lequel des acteurs privés, agissant hors de toute limite et agissant hors de toute responsabilité, pouvaient exercer un effet de levier insupportable et intolérable à terme sur la collectivité. Une banque, une société d'assurance, trop gros pour faire faillite, ont un bras de levier considérable sur le contribuable. C'est exactement l'enseignement de ce qui s'est passé avec British Petroleum. Un certain nombre de sociétés industrielles disposent d'un bras de levier effarant sur la collectivité, parce qu'elles sont trop grosses pour mourir, certes, mais surtout parce qu'elles sont susceptibles d'infliger des dommages, tels que c'est nécessairement la collectivité qui devra les réparer, quel qu'en soit le coût. Et l'on voit bien que dans cette crise, les notions les plus établies, celles de l'entreprise privée par rapport au système public, celles de la responsabilité de l'actionnaire ou du dirigeant par rapport à des engagements privés, on voit bien que les notions de l'aplatissement du monde et d'un monde sans frontières vers lequel nous irions, les notions de la démocratie planétaire vers laquelle la marche serait engagée, tout ça a été très profondément et très directement remis en cause. Le moment est donc venu de nous interroger sur ce qui se passe, l'entreprise, l'État, les responsables, face au renversement du monde et face à cet effet boomerang de la globalisation. L'effet de la boomerang de la globalisation, je le caractériserai en une phrase très simple. Nous avons été aveugles sur les effets à terme d'un mouvement que nous avons lancé avec une rapidité, dans certains cas avec une violence inouïe, qui a effectivement gagné le monde, mais nous sommes absolument inconséquents et nous sommes absolument aveugles sur ses conséquences à venir. Violence et rapidité du mouvement déclenché dans le monde. Il y a un point qui, je crois, doit être clair dans l'esprit de tous. Nous ne sommes pas en train de débattre pour ou contre la mondialisation. Nous ne sommes pas en train de débattre pour ou contre la globalisation, ses conséquences, ses effets et ses enjeux. Il faut partir d'une situation dans laquelle la globalisation est pratiquement achevée. Je suis extrêmement frappé de Syrie en Afrique australe et de Madagascar aux confins de la Chine ou de l'Indonésie, de constater avec quelle vitesse le monde est réduit à son utilité, de constater avec quelle vitesse il n'est pas une parcelle de forêt, il n'est pas une côte, il n'est pas une mangrove, il n'est pas une plaine à zébus et à baobab, qui ne soit convoqué à son économie, à son utilité pour l'économie, à son mode de propriété et au rendement du capital investi. La planète, nous le savions depuis Paul Valéry, notre monde était fini. Nous avons appris depuis les années 80 qu'il était petit. Nous devons maintenant nous persuader que notre monde est compté. Il n'y a plus un animal, il n'y a plus un hectare de terre ou de mer. Il n'y aura bientôt plus un mètre cube d'air qui n'ait son prix, qui ne soit évalué à une valeur d'échange et qui ne soit renvoyé à son utilité et à sa consommation. Ça, c'est la globalisation. Cette globalisation, on peut considérer que c'est l'état dont nous partons. Et à partir de ce point de départ inouï, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un tel point de départ, 3 ou 4 choses sont en train de se poser devant nos yeux avec une telle évidence que nous choisissons de ne pas les voir. La première évidence, c'est que ce n'est pas l'outil qui tient la main, c'est bel et bien la main et l'intention de l'acteur qui tient l'outil.
Qu'est-ce qu'on ne s'est pas raconté après la chute du mur de Berlin et la dissolution pacifique, étonnamment pacifique de l'Empire soviétique? C'est notamment l'œuvre de Francis Fukuyama. Nous serions sortis de la condition politique. Et la diffusion du téléphone portable, d'Internet, de ces merveilleux outils de communication, allait réaliser la paix planétaire, l'entente de l'humanité et l'amitié entre les peuples. On l'a déjà entendu, ça à beaucoup de reprises. Il y a d'ailleurs eu des écrits français absolument remarquables annonçant que la radiodiffusion et la téléphonie, à l'époque avec fil, en avaient fini avec l'idée de la guerre. C'était en 1913. Nous nous sommes racontés beaucoup d'histoires de même nature. Et ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui est extrêmement simple. Des dirigeants africains ont piloté des quasi-génocides de leur téléphone portable en Allemagne. Nous savons dorénavant que l'Internet est un outil fabuleux de tous les fondamentalismes. Mais nous savons de manière beaucoup plus préoccupante que l'avenir qu'Internet est un outil de contrôle individuel absolu et que la mainmise d'Internet offre à ceux qui la détiennent un contrôle sur les êtres humains qui peut revêtir des proportions incalculables dans les années à venir. En clair, Facebook, c'est l'incapacité du droit à l'oubli et probablement l'incapacité du droit au pardon. L'outil ne tient pas la main qui le conduit. Il y a toujours des acteurs qui inventent des usages, pour certains inouïs, des outils dont ils disposent, et nous ne savons pas ce que les peuples feront des outils que l'Occident a diffusés dans le monde entier. Deuxième révélation, nous n'en avons pas fini avec les passions politiques et nous n'en avons pas fini avec la condition politique. Je crois que c'est le point essentiel que tout dirigeant doit avoir à l'esprit. Comme l'écrivait si bien Hannah Arendt, ce n'est pas l'homme qui peuple la planète, ce sont des hommes. Comme nous l'apprennent les linguistes, les dauphins parlent tous le dauphin. L'homme ne parle pas l'humain, il parle des langues humaines qui sont le fruit d'histoire, de culture et d'identité. Et comme le disait fort bien Margaret Mead, étudiant la sexualité dans les îles de la Sonde et dans les îles de Nouvelle-Guinée, la marque du génie humain, c'est la diversité que des populations placées dans les mêmes conditions climatiques, géographiques et naturelles, c'est la diversité que les groupes humains donnent à leur manière de vivre, à leur manière de se regarder les uns les autres, à leur manière de faire société et à leur manière de se projeter dans le temps. L'humanité s'appelle diversité. Et nous n'en avons pas fini avec la question de la diversité, avec la question de l'écart et avec la question de la frontière. Nous n'en avons pas fini parce que si nous pouvons espérer sortir de la crise, c'est bien parce qu'il y a eu ces drôles de Chinois, ces drôles d'Indiens, ces drôles de populations d'un peu partout, qui n'ont pas tout sacrifié au libre-échange, qui n'ont pas tout sacrifié à l'interdépendance, qui avaient une monnaie qui n'était pas convertible, qui avaient un système bancaire qui n'était pas ouvert, qui avaient des marchés financiers qui obéissaient à certaines règles, qui cloisonnaient, qui établissaient des frontières et qui établissaient des limites. Ce qui fait que la crise n'a pas ravagé la planète, ce qui fait que l'on a pu espérer s'en sortir parce qu'on a trouvé des îlots de croissance, on a trouvé des pôles de stabilité, on a trouvé des réserves qui demeuraient intactes, c'est justement parce que le monde n'avait pas tout sacrifié à l'interdépendance et tout sacrifié au libre-échange. Le monde est sauvé par ses frontières, le monde est sauvé par sa diversité. Comment ne pas l'affirmer en cette année qui est l'année de la biodiversité? Un monde réduit à l'unité serait la même chose que le monde animal ou végétal quand il se réduit à ses espèces ou à ses variétés hyper performantes, mais dont le moindre changement dans leur environnement suffit à les faire disparaître. La nature, le génie de la nature, a inventé l'infinie diversité des formes de la vie. Ce que la nature a inventé, l'homme doit le préserver. La diversité des cultures, la diversité des civilisations, la diversité des peuples est le garant de la survie de l'humanité. Troisième élément avec lequel on croyait en avoir fini, on croyait en avoir fini avec la diversité, on croyait en avoir fini avec la condition politique. C'était l'affirmation insolente de la puissance américaine à son zénith.
Dorénavant, le monde est prêt à devenir une démocratie planétaire. Dorénavant, après la chute de l'empire du mal, il ne peut plus y avoir que des terroristes, des délinquants. Le reste, c'est le monde des hommes de bonne volonté qui sont tous frères et qui vont s'entendre. Ce faisant, on a négligé au moins deux choses. On a négligé le fait que la condition politique des hommes, c'est la frontière et l'identité. C'est la frontière qui permet l'autonomie de sociétés qui décident de ce qui les concerne, indépendamment des autres. Et c'est l'identité de ceux qui se projettent dans le temps et dans la responsabilité avec les mêmes, parce que mes choix engagent mes enfants, mes petits-enfants, vos petits-enfants, et n'engagent pas ceux qui sont à côté de nous de manière parfaitement légitime, vont faire d'autres choix qui vont engager d'autres générations. On avait cru faire abstraction de ça et on avait cru que l'individualisme absolu allait en finir avec les frontières et avec les nations. Et puis on avait cru autre chose, on avait cru qu'il n'y avait plus d'intérêts légitimes et collectifs différents, il ne pouvait plus y avoir que des malfaisants, des délinquants ou des terroristes. Et je crois qu'on a commis quelque chose de très grave, parce que la lutte antiterroriste absolument nécessaire n'a jamais dispensé de s'interroger sur les conditions politiques qui provoquent et qui, dans certains cas, légitiment des actes de violence. Et cet aveuglement, il est particulier à l'Europe. Cet aveuglement, il est particulier à une Europe qui a été déshabillée de sa condition politique dans l'après-guerre et qui a fait preuve d'une naïveté et d'une ingénuité que je n'hésiterai pas à qualifier de criminelle. Dans le bras de fer qui s'est engagé entre la Chine et les États-Unis, l'Europe est pratiquement absente. Dans la réflexion, dans les travaux, si présents outre-Atlantique, sur l'évolution de l'islam, sur la montée des fondamentalismes, sur la question des religions dans le monde, sur la question du rapport entre les grandes plaques de civilisation dans le monde, l'Europe est pratiquement absente parce qu'elle est aveugle et inconsciente. Et ce serait aussi pour les dirigeants ma plus grande cause d'inquiétude. L'Europe a gagné le monde jusqu'au fameux traité de Berlin à la fin du 19e où elle s'est partagée le monde parce qu'elle était infiniment curieuse, infiniment ouverte, et l'Europe et nous, Européens, étions riches en monde, curieux de l'autre, curieux de la différence, intéressés par l'écart, intéressés d'aller voir partout comment vivaient ces drôles d'autres qui ne vivaient pas comme nous. Nous sommes devenus pauvres en monde à partir du moment où nous sommes persuadés que tous, partout, malgaches, marocains, indiens, chinois, n'avaient d'autre aspiration que de devenir des Européens comme les autres. Ça n'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes entourés d'autres qui sont dans une altérité durable et qui n'ont d'autre passion collective que de devenir davantage chinois, de devenir davantage marocains, que de devenir davantage eux-mêmes en retrouvant, en occupant dans le monde toute la place qui leur revient. Nous, Européens, sommes devenus pauvres en monde. Nous sommes largement aveugles au cours du monde tel qu'il se déroule. Je crois que c'est la raison d'erreurs stratégiques sans nombre. Je crois que c'est la raison d'un abandon au libre-échange. C'est la raison d'un abandon européen à la fiction des prix de marché, à la fiction du marché qui s'autorégule. Là où nos amis américains ont toujours fait preuve d'un réalisme sans faille et n'ont jamais sacrifié leurs intérêts stratégiques essentiels. Le libre-échange est un objet d'exportation américain auquel les États-Unis se sont bien gardés de souscrire. Il n'y a aucune naïveté à cet égard. Et nos amis chinois, qu'il s'agisse du cours du yuan, qu'il s'agisse des échanges commerciaux, n'ont aucune naïveté par rapport aux traités qu'ils ont signés et par rapport aux engagements verbaux de libre-échange. Nous seuls, Européens, avons la naïveté de croire que ce que nous avons signé nous engage, mais quand nous sommes environnés de gens qui se sentent extrêmement peu liés par notre signature, par leur signature. Naïveté et ingénuité expliquent le fait que l'Europe se soit absentée de la condition politique. Et je voudrais terminer sur ce point qui m'apparaît extrêmement grave parce que c'est là que l'effet boomerang de la globalisation va toucher l'Europe. Le reste du monde continue à vivre avec des ambitions politiques. Le reste du monde continue à vivre des passions identitaires qui sont d'ailleurs partout en train de se réveiller. Et le reste du monde n'est pas en train de devenir une grande Europe et probablement n'aspire pas jamais à le devenir.
Nous nous sommes mis en apesanteur en sortant de notre condition politique, nous nous sommes mis en apesanteur en étant aveugles à la marche du monde et à ses grands enjeux. Et ceci, je crois, est la source de l'abstention de l'Europe sur les grands enjeux du monde. Ceci est, je crois, la source d'un certain nombre de contresens. Et ceci est la source de la sourde angoisse qui traverse des Européens qui s'interrogent sur leur devenir, qui s'interrogent sur leurs conditions politiques, qui s'interrogent sur la capacité de l'Europe à formuler une frontière et exprimer une identité, parce que s'il y en a qui sont européens, il y en a qui ne sont pas européens, et parce que s'il y a une Europe, elle a des limites, et il y a autre chose que l'Europe dans le monde. Je crois que nous sommes là devant la grande question politique des 20 prochaines années. Il ne faudra pas moins d'une génération pour y répondre. Personne ne l'évitera. Sortie de la globalisation, effet boomerang, que faire? Que faire pour conclure? C'est s'interroger sur l'action et c'est s'interroger au-delà de l'action sur les ressorts profonds qui vont permettre d'agir, qui vont permettre d'être utiles et qui vont permettre de progresser dans le monde qui vient. Le premier sujet, je crois, de l'action de tout dirigeant, c'est d'ouvrir grand les yeux, de s'obliger à un effort de lucidité et de partir à la redécouverte du monde. De partir à la redécouverte du monde dans l'écart, dans l'identité, dans la séparation et dans le respect. Parce que derrière l'idée d'un monde sans frontières, derrière l'idée d'un monde mondialisé à l'européenne ou à l'américaine, il y a fondamentalement une absence de respect pour l'autre. Je crois que le premier devoir d'un dirigeant, c'est de partir à la redécouverte du monde dans une attitude de respect à l'égard de ces autres qui ne deviendront jamais des Américains ou des Européens comme nous. De comprendre leurs motivations, de comprendre leur envie et leurs désirs, de comprendre leurs projections dans le temps. Le deuxième élément de ce qui vient, c'est le respect des limites. Nous sortons d'un monde où l'action de l'entreprise, où l'action d'un certain nombre de dirigeants a été sans limite. Elle s'est projetée dans un monde qui était un immense terrain de jeu. Elle s'est projetée dans un monde où leurs règles passaient pour des règles universelles. Et il faut bien dire que l'action sans limite d'un certain nombre d'acteurs a ravagé le monde. Dans l'avenir, la modération, la retenue et la science des limites seront sans doute les qualités éminentes de dirigeants qui vont devoir avant tout se départir de ce péché suprême pour les Grecs qu'était l'hubris, la démesure. Réapprendre la frontière, réapprendre le respect, réapprendre l'égard dû à l'autre qui, comme le disait si bien Emmanuel Lévinas, est respectable, digne d'intérêt et de considération parce qu'il est destiné à demeurer l'autre et il ne deviendra jamais le même. La plus grande erreur que puisse commettre un dirigeant, c'est de croire que le monde est plat, c'est de croire que nous n'avons que du même devant nous. Nous sommes en train de vivre l'insurrection des différences. Nous sommes en train de vivre l'insurrection des identités partout dans le monde. Et tout dirigeant d'entreprise, comme tout dirigeant politique, doit réapprendre ce que c'est que l'autre dans le respect, dans la séparation et dans l'écart. Troisième élément, celui-là beaucoup plus économique, de ce qui vient. Ce qui vient, c'est très probablement que le conflit pour les ressources est engagé. Nul ne sait le tour qu'il va prendre, mais il faut sortir de l'idée que tout aura un prix, qu'il y en a assez pour tout le monde, et qu'un prix de marché va être la seule référence de tous les biens rares. Qu'il s'agisse des conflits naissants pour l'accès aux terres arables, qu'il s'agisse des conflits à venir pour l'eau et pour l'exploitation des domaines maritimes, qu'il s'agisse des conflits déjà latents pour l'exploitation d'un certain nombre de minerais rares ou d'un certain nombre de ressources extrêmement concentrées dans le monde, et dont on sait que la Chine, dans un certain nombre de cas, est en train de s'assurer un monopole mondial. Toutes ces situations ne sont pas des situations de marché.
Ce ne sont pas des situations de concurrence pure et parfaite sur lesquelles la loi de l'acheteur et du vendeur va déterminer les prix. Ce sont des situations géoéconomiques et géopolitiques dans lesquelles les alliances, les engagements dans le temps, les rapports d'amitié ou les rapports de proximité politique vont déterminer les prix bien plus que la loi de l'offre et de la demande. Et dans ce domaine, les dirigeants européens doivent sortir et très rapidement de la naïveté. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce sera l'effet d'accords et d'alliances politiques, beaucoup plus que simplement économiques. Et puis le dernier point que je crois essentiel, pour les dirigeants économiques aussi, la question de l'identité se pose. Pour les dirigeants économiques, nous sortons d'une étape pendant laquelle les benchmarks, les comparaisons internationales ont déterminé un mouvement de banalisation et ont déterminé un mouvement dans lequel il fallait faire la même chose que les autres, il fallait rentrer dans les mêmes systèmes, avec les mêmes outils, avec les mêmes déterminants, selon les mêmes méthodes et selon les mêmes approches. L'avenir est au singulier, l'avenir est à la distinction, et l'avenir est à ceux qui sauront faire valoir leur singularité et ceux qui seront uniques. Je crois que la recherche principale des dirigeants de sociétés privées, comme d'ailleurs des dirigeants d'entités politiques aujourd'hui, doit être centrée sur l'affirmation de leur identité, de ce qui les rend singuliers, de ce qui les rend uniques, de ce qui va permettre d'acquérir la préférence de leurs clients, de leurs partenaires, de leur milieu de vie et de leur territoire. C'est un travail largement à rebours de tout ce qui a été dit et de toutes les méthodes qui ont été déployées depuis si longtemps. Ce travail est absolument essentiel. Il faut apprendre à redevenir unique. Il faut apprendre à savoir ce que l'on se doit. Il faut par-dessus tout apprendre à savoir ce qui fait que dans le regard des autres, comme dans le regard des siens, on peut se projeter avec confiance, avec dignité et avec sérénité, parce que l'on sait ce qui vous fait tenir, on sait ce qui fait de vous un être unique, singulier, distinct. En clair, on a redécouvert la condition politique. Merci de votre attention.